Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette édition de 23h. Actualité religieuse, diplomatique et sportive au menu ce soir. Avec des instants de foi au stade Félix Houphouët-Boigny où le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pris part à l'investiture de nouveau président de l'église méthodiste. Cap ensuite sur Jakarta avec le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo en pleine offensive diplomatique. Et puis un mot de sport avec un vent de victoire qui souffle sur la capitale. Le stade d'Abidjan est sacré champion de Côte d'Ivoire depuis ce dimanche. Merci de regarder RTI 1. L'église méthodiste de Côte d'Ivoire a officiellement investi son nouveau président, le bishop Séraphin Ano Moudé, ce dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Une cérémonie solennelle marquée par la présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, représentant le président de la République. Le reportage de Victorine et Oyoboué. Le stade Félix Houphouët-Boigny transformé en un sanctuaire à ciel ouvert ce dimanche. Les chrétiens méthodistes de Côte d'Ivoire ont investi les lieux tôt le matin pour accueillir le nouveau président de leur église, le bishop Séraphin Ano Moudé. Il succède au bishop Benjamin Boni devenu le bishop honoraire de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. La passation de charge s'est faite devant Dieu et les hommes. Merci Seigneur de ce que tu viens de renouveler l'exécutif de l'Église. Voici devant toi, Seigneur, le nouvel exécutif de l'Église méthodiste. Et sous la direction du bishop Moudé, ils avancent dans l'encadrement du peuple de Dieu, dans l'édification du peuple de Dieu, dans la mobilisation du peuple de Dieu. En toute responsabilité, le nouveau président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire s'engage à veiller aux destinées de cette communauté chrétienne, afin qu'elle demeure la lumière de ce monde, comme le recommande la parole de Dieu. Ma présence à cette tribune fait suite au travail acharné de nos pères, que je voudrais saluer avec un respect teinté d'amour et de reconnaissance. Pour mener à bien cette charge, nous marcherons ensemble vers une vision commune. Et notre vision sera de faire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire une église de référence, missionnaire, forte, organisée, qui impose sa notoriété en Côte d'Ivoire et ailleurs. Pour épauler le bishop Ano Moudé dans sa nouvelle mission de berger de l'Église méthodiste, la présidente nationale des laïcs de Côte d'Ivoire et son vice-président, tous deux également investis dans leurs nouvelles fonctions. Témoin de cet engagement a servi le Christ, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, venu représenter le président de la République Alassane Ouattara à cette cérémonie d'investiture. Le Premier ministre remet à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire la somme de 20 millions de francs CFA, ainsi qu'un véhicule pour le nouveau bishop. Vénéré chef religieux, le président de la République m'a demandé d'exprimer toutes ses félicitations au bishop honoraire Benjamin Boni, docteur Benjamin Boni, pour la qualité de son sacerdoce qui a permis que l'Église méthodiste soit forte. Il me demande de féliciter le nouveau bishop Moudé Ano Séraphin, plus souhaité un excellent sacerdoce, avec toutes les vertus que draine l'Esprit Saint pour ceux qui ont été oints. Il m'a demandé de féliciter le peuple méthodiste pour son esprit de discipline et son esprit de solidarité. D'autres personnalités politiques sont venues communier avec les méthodistes, parmi lesquels Simone Eyuvé Gbagbo, présidente de la Coalition pour l'alternance et la paix. La paix entre tous les Ivoiriens, c'était le fil conducteur du message délivré à l'Assemblée par le nouveau bishop de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Un grand moment pour le peuple méthodiste de Côte d'Ivoire. À Jakarta, en Indonésie, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a pris part à la 19e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. En marge de cette rencontre, il s'est entretenu avec ses homologues d'Algérie et d'Indonésie. Nos envoyés spéciaux Karmel Dia et Abdulaziz Ganiou étaient sur place.
Derniers échanges avant le départ. Avant de quitter Jakarta, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a multiplié les rencontres bilatérales. Il s'est d'abord entretenu avec son homologue algérien, puis avec la présidente du Parlement indonésien, récemment désignée à la tête de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI. Au cœur des discussions, la diplomatie parlementaire, le renforcement des liens entre les États membres et le soutien aux populations de Gaza. Les points qu'on a discutés, premièrement, c'était de renforcer davantage nos relations en tant que pays africain et de donner plus de force à nos institutions. En parallèle, revoir les prérogatives et le mode de fonctionnement de l'OCI pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle. Je voudrais faire noter que la Côte d'Ivoire a été honorée, tant au niveau de l'accueil que dans l'organisation. Et mieux donc, nous avons même été appréciés par le président de la République de l'Indonésie. À l'occasion donc de cette 19e conférence, nous avons pu échanger avec les différents présidents de l'Assemblée et que nos voix puissent compter au sein donc des institutions internationales. Nous avions évoqué la situation de Gaza, la situation en Palestine, de la Cisjordanie et nous avons appelé à nouveau à un cessez-le-feu et souhaité que la Palestine puisse donc devenir un État à côté de l'État d'Israël. Adama Bictogo a aussi rencontré la communauté ivoirienne vivant à Jakarta. Leurs doléances ont été entendues, notamment sur les difficultés du quotidien. En réponse, il a rappelé l'importance de la solidarité, de la cohésion et de l'entraide entre compatriotes. Le lycée technique de Bouaké a célébré ses 50 ans d'existence, une cérémonie empreinte d'émotion marquée par la présence de la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, pour qui cette ville et cet établissement occupent une place particulière dans son parcours. Gervais Kwasi, Kader Sogodogo. Le lycée technique de Bouaké a 50 ans. Les festivités sont célébrées en présence de la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisoko Kamara, et de plusieurs membres du gouvernement. La communauté éducative du lycée technique de Bouaké, sur les 3 prochaines années, s'est donné un objectif général: assurer la bonne gouvernance du lycée afin de maintenir le taux des résultats scolaires au baccalauréat à plus de 80%. Pour nous les anciens, c'est un retour aux sources, un pèlerinage dans un univers qui a bercé nos années collège. Un univers plein de souvenirs et d'émotions fortes, avec en filigrane une redevabilité évidente. Le lycée technique de Bouaké a et continue de former plusieurs hauts cadres de ce pays, d'où son incontestable renommée. La région de Bouaké, que j'ai l'honneur de présider, se reconnaît pleinement dans les valeurs que porte le lycée technique de Bouaké. Travail, rigueur, créativité et responsabilité qui sont autant de valeurs qu'incarne la haute patronne de cette cérémonie. Le gouvernement accorde une attention particulière également à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Dans quelques mois, le lycée professionnel industriel et le lycée professionnel des métiers de la mode et du social de Bouaké seront réhabilités avec l'appui de la coopération coréenne. La présidente du Sénat, au patron des festivités, souligne son lien affectif avec la ville de Bouaké. Kandia Kamisoko Kamara met en évidence la place qu'occupe l'enseignement technique dans la marche d'une nation qui aspire au développement. À l'époque, notre jeune nation cherchait sa voie vers le développement. Et nos dirigeants visionnaires, notamment le président Félix Houphouët-Boigny, avaient compris que l'enseignement technique serait l'un des piliers de notre développement. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Plusieurs milliers de techniciennes et de techniciens formés en 50 ans. Des taux d'insertion professionnelle remarquables. Des anciens élèves qui dirigent aujourd'hui de grandes entreprises ou même qui excellent à l'international. Le cinquantenaire du lycée technique de Bouaké est marqué par l'inauguration de la salle multimédia, des expositions, des activités sportives et surtout des témoignages d'anciens élèves qui ont su s'insérer dans le tissu socio-économique en Côte d'Ivoire comme à l'étranger.
La 16e Assemblée générale ordinaire du Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO s'est tenue récemment à Brazzaville en République du Congo. Cette rencontre a rassemblé des représentants de plusieurs pays africains pour discuter des orientations stratégiques en matière de formation professionnelle. Khalid Diomondé nous en dit plus. Après 9 ans, les pays membres du RAFPRO, Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, se retrouvent à nouveau à Brazzaville, au Congo, pour une 16e Assemblée générale ordinaire. Plusieurs points au menu de cette rencontre. Il s'agit pour nous de passer en revue nos textes fondamentaux et d'aboutir, entre autres, à l'adoption du plan de travail annuel 2025, à l'adoption du budget de l'exercice 2025, à l'adoption du référentiel commun d'habilitation des organismes de formation et l'adoption du plan de formation 2025. Le plan stratégique 2025-2029 que vous vous apprêtez à adopter constitue une base solide pour positionner le RAFPRO comme acteur de référence des politiques publiques de formation sur le continent. Nous vous encourageons à poursuivre cette voie, à renforcer les partenariats et à favoriser la circulation des expériences réussies. Le président en exercice du RAFPRO, l'Ivoirien Philippe Inri, par ailleurs secrétaire général du FDFP, réaffirme l'engagement du réseau à œuvrer pour la formation professionnelle des jeunes Africains. En effet, offrir des perspectives professionnelles aux jeunes, c'est non seulement réduire les coûts sociaux liés aux fléaux que sont l'oisiveté, les addictions et la délinquance, mais c'est aussi stimuler la croissance économique. À l'inverse, la persistance du chômage des jeunes fragilise la stabilité politique et érode dangereusement la confiance dans les institutions comme dans les promesses de développement. 2 rendez-vous sont désormais inscrits à l'agenda du RAFPRO. Le premier est un atelier régional sur l'intelligence artificielle qui se tiendra à Abidjan en novembre 2025. Le second, la 17e Assemblée générale ordinaire du RAFPRO, prévue se tenir au Sénégal, à une date qui sera communiquée ultérieurement. Vous avez reconnu la voix de Jean-Marc Djadji. À quelques semaines des examens de fin d'année, la société civile se mobilise pour une organisation transparente et crédible des épreuves. À Abidjan, le réseau des organisations pour l'éducation et l'alphabétisation a fait entendre sa voix. Un reportage de Brigitte Zamblé, commenté par Khalid Diomandé. Tolérance zéro contre la fraude aux examens à grand tirage. C'est l'appel que lance le réseau des organisations de la société civile pour l'éducation et l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. L'organisation invite chaque acteur à jouer sa partition pour des examens transparents et crédibles. Nous appelons tous les acteurs de l'école à faire en sorte que cette quiétude retrouvée permette l'organisation des différents examens de fin d'année dans des conditions de sérénité, de transparence et d'équité pour tous les candidats. Le ROESI invite les populations et particulièrement les parents d'élèves à contribuer à une organisation réussie et propre de ces examens en se tenant loin des centres de composition ou d'examen et en donnant des conseils appropriés à leurs enfants. Les examens à grand tirage débutent ce lundi 19 mai par le CPE avec plus de 580 000 candidats en lice. Les initiatives locales pour encourager l'excellence scolaire se multiplient à Djidjikro. Les meilleurs élèves ont été célébrés ce week-end. C'était au cours d'une cérémonie de distinction. Un reportage signé Franck Quadio et Adama Kéré. L'excellence célébrée à Djidjikro dans une atmosphère festive car les élèves du collège moderne de la localité, après les moments de dure réflexion, prennent plaisir à récolter les lauriers. La meilleure de toutes est la jeune Océane avec une moyenne de 18,23 sur 20. J'étais concentrée, je travaillais toujours à l'école. À la maison aussi, je travaillais. Ils sont une trentaine, des classes de 6e à la 4e. Cette journée d'excellence revêt tout un symbole. En créant cette activité, c'est pour en tout cas s'aimer l'émulation
à ces enfants-là pour que vraiment ils puissent exceller. Cette journée de l'excellence et du mérite est un moment privilégié pour mettre en lumière les efforts conjugués de tous les acteurs de la communauté éducative. Les élèves, bien sûr, qui par leur travail et leur assiduité récoltent aujourd'hui les fruits de leurs efforts. Des livres, supports didactiques et des tablettes éducatives. Les forces vives, Akasaye Lazare, PCA de la RTI et son coparé encouragent les bénéficiaires au goût des lettres et des sciences. Nous avons bien voulu ces tablettes-là, c'est la digitalisation. Voilà, le développement de la technologie. Il faut que dès maintenant, les enfants s'en approprient pour qu'ils puissent être les meilleurs aussi demain. L'autorité administrative, pour sa part, exhorte à privilégier l'effort. Chers élèves, nous célébrons votre abnégation. Toutefois, je voudrais aussi vous rappeler que l'excellence ne doit pas être perçue comme une fin en soi, mais comme un cheminement permanent. Le collège moderne de Djidjikro, localité du département de Grand Laou, est un collège de proximité créé en 2022. L'accès à l'eau potable reste un défi dans plusieurs localités rurales de Côte d'Ivoire. À Tomodi, par exemple, le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, a inauguré 11 nouvelles pompes hydrauliques, une bouffée d'oxygène pour la population. C'est ce que nous rapporte Didier Nguessan. Zoukoussi, dans la sous-préfecture de Tabo. Dans ce village, les habitants ont recours à l'eau de pluie pour leurs besoins. Dans cet autre village, à Lomo Sud, sous-préfecture de Tomodi, ces bidons et fûts d'eau qu'on trouve dans chaque ménage symbolisent le chemin de croix enduré par la population pour avoir le liquide précieux. Mais cette galère est désormais un vieux souvenir avec l'inauguration de 11 pompes à motricité humaine améliorée réalisées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour avoir l'eau ici, là, avant, là, on partait dans le bâtiment pour puiser l'eau. Mais grâce à monsieur le ministre, allez là, nous avons de l'eau. On a pompé plus que 6 pompes sur Djougoussi. Nous sommes contents. Donc je remercie le ministre. On a une seule pompe. Hein? Et puis maintenant, quand on envoie les jeunes là pour aller puiser l'eau, c'est 30 pour à 3 000. Vraiment, on souffre. Le ministre est venu et en tout cas, on a parlé de nos problèmes. Et c'est ça, il dit, bon, il va nous donner de l'eau. Vraiment, quand il a dit là, lendemain net, on a vu des gens qui sont venus nous donner de l'eau. Par ces équipements hydrauliques, le ministre Adama Diawara est reconnaissant à ces deux villages qui ont cédé leur terre pour la réalisation de la station géophysique de Lamto dans la localité. À Irumu 2, Zougoussi et Lomo Sud sont importants, super importants pour la station géophysique de Lamto. À Lomo Sud et à Zougoussi, il y avait un véritable problème d'eau potable. Ce qui était très très gênant parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Donc du coup, j'ai fait une promesse à nos parents de ces deux villages et cette promesse, nous l'avons tenue. En ce sens qu'à Zougoussi, nous avons réhabilité jusqu'à 4 fourrages et à Lomo Sud, on en a réhabilité 2 et on a fait 3 nouveaux fourrages. Et je pense que là, le problème d'eau sera résolu définitivement pour ces villages. À Lomo Sud, tout comme à Zoukoussi, Adama Diawara a mis en place une caisse pour l'entretien des 11 pompes. On parle maintenant de la lutte contre la pollution marine avec le ministère de l'Environnement qui renforce les actions sur le terrain. 53 agréments ont été remis à des opérateurs pour la gestion des déchets issus des navires dans les ports d'Abidjan et de San Pedro. Le reportage de Grace Kando. Les navires issus des ports d'Abidjan et de San Pedro enregistrent au titre de l'année 2024 3117 opérations de collecte de déchets d'exploitation, soit 1116,85 mètres cubes. Une action rendue possible grâce aux opérateurs privés exerçant dans le milieu marin chargés de la récupération des déchets. Pour y exercer, il faut disposer d'agréments que reçoivent ces 53 opérateurs. Nous avons bénéficié de plusieurs séminaires et ateliers de formation sur la gestion technique et organisationnelle des déchets solides provenant des navires. Ces formations nous permettent d'adopter un comportement éco-citoyen en respectant les règles environnementales en vigueur. Vous pouvez compter sur eux pour gérer et éliminer les déchets de toute sécurité, préserver l'environnement marin, prévenir la pollution par les navires qui pourraient contaminer les chaînes alimentaires et nuire à la vie marine
à travers leurs activités. Ces 53 récipiendaires ont été invités à utiliser ces agréments à bon escient. Ces agréments, au-delà des avantages économiques qu'ils confèrent, doivent traduire votre engagement à renforcer davantage vos activités, à vous inscrire dans la dynamique de la recherche de l'excellence et du travail bien fait. Je vous invite donc à une prise de conscience collective pour ne pas mettre en péril la survie de notre planète. Ces agréments reçus par les opérateurs privés pour la récupération sécuritaire des déchets issus des navires ont une validité d'1 année. Face à la recrudescence des explosions de bouteilles de gaz dans les ménages, le dimanche, Magazine s'est penché sur la question. Ce 18 mai, Hamza Diaby recevait le lieutenant-colonel Boni Nemba, chef du bureau des opérations du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Quelques questions de prévention et de réaction d'explosion ont été partagées. Extrait. La bouteille de gaz contient du gaz propane ou butane condensé. Donc, quand il y a une élévation importante de température, le gaz condensé s'étend et veut sortir. La bouteille aussi, la structure de la bouteille est fragilisée par la chaleur. Donc, la conjugaison de ces deux facteurs organise une explosion et une fissure qui est souvent, la bouteille est souvent projetée. Donc, c'est ce phénomène-là qui peut conduire à une explosion. Aussi, quelquefois dans la manutention, les bouteilles sont jetées de très haut et le choc aussi peut produire une explosion. Mais sinon, généralement, en termes d'incendie, nous avons des fuites sur les bouteilles de gaz. Et ces fuites-là peuvent s'enflammer. Dire que l'étincelle aussi peut être produite par un appui sur un interrupteur ou l'utilisation du téléphone. Donc, quand il y a du gaz qui s'échappe, il faut éviter tout appareil qui peut produire des étincelles. Nous avons la bouteille et certains accessoires. Parce que pour mettre en œuvre la bouteille, il faut un détendeur qui permet de réduire la pression à la sortie du gaz de la bouteille. Un tuyau de raccordement qui permet de raccorder, comme son nom l'indique, la bouteille à l'ensemble de cuisson et un brûleur qui permet d'émettre la flamme. Sur chaque élément, il y a une date d'expiration. Mais en général, tous ces accessoires-là, leur durée de vie tourne autour de 5 ans. Déjà, dès que vous avez la bouteille de gaz, il faut s'assurer qu'elle soit entreposée dans un endroit aéré. Vous savez, le gaz butane ou propane est plus lourd que l'air. Donc, quand il fuit, il se tasse et se condense sur le bas. Donc, quand c'est un endroit aéré, on s'assure que le gaz va se dissiper, même s'il fuit, et on aura moins de risques d'incendie. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le RHDP active ses bases à l'international. En France, la diaspora ivoirienne a reçu la visite de Ouattara Draman, secrétaire national chargé des militants de l'extérieur pour une mission de remobilisation. Formation, investiture et rencontres stratégiques étaient au menu. Le point avec nous, Sangaré. Mobiliser la diaspora ivoirienne en vue de l'échéance électorale d'octobre 2025. C'est le sens de la tournée qu'effectue Ouattara Draman, secrétaire national du RHDP chargé des militants de l'extérieur. Première étape, la France où le parti présidentiel s'active pour renforcer sa présence. À Paris, une formation a été initiée à l'intention des membres des bureaux des structures du RHDP. Ce renforcement de capacité vise à outiller les animateurs du parti à l'étranger afin de mieux structurer l'action politique sur le terrain. Ce séminaire, chacun d'entre vous doit être capable de décliner la structuration de notre parti du congrès jusqu'au comité de base. Sans document, vous devez pouvoir le faire. Quand vous allez parler, vous allez savoir de quoi vous parlez. Et les gens sauront que vous ne dites pas n'importe quoi. En marge de cette session, Ouattara Draman, accompagné de membres du secrétariat exécutif, a procédé à l'investiture de Sila Vafi, nouveau président de l'Union des jeunes du RHDP France. Une tournée marquée également par la dédicace de l'ouvrage Alassane Ouattara, l'artisan du renouveau ivoirien. En tant que parrain de la cérémonie, Ouattara Draman a offert 200 exemplaires du livre aux militants RHDP. Cap sur Paris, où la Côte d'Ivoire s'apprête à faire rayonner son patrimoine à l'occasion de la semaine culturelle de l'UNESCO prévue du 19 au 21 mai. Le pays entend marquer sa présence par des expositions, des prestations artistiques et des saveurs locales. Une participation qui s'inscrit sous le signe de la restitution et de la valorisation du patrimoine africain. Suivez ce reportage signé Régis Kofi. Les couleurs africaines vont illuminer le cœur de Paris.
le temps de l'édition 2025 de la Semaine africaine de l'UNESCO du 19 au 21 mai prochain. Une édition annuelle qui célèbre la diversité culturelle du continent à travers ces 6 régions, dont la diaspora africaine, et qui souligne l'importance de l'éducation, la science et la culture au service du développement durable et de l'innovation. À l'instar des précédentes éditions, notre pays va prendre une part active à cette semaine africaine. Sous la direction de la délégation permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, des Ivoiriens s'apprêtent à représenter le drapeau orange, blanc et vert. La Côte d'Ivoire présentera ses savoir-faire dans la restitution et la restauration de son patrimoine. Seront présentés, entre autres, les temps forts du retour du tambour parleur, Didi Ayokwe, des danses traditionnelles, du cinéma, de la gastronomie, la mode et des résultats de recherche scientifique. Vous l'aurez compris, la semaine de l'UNESCO, qui commémore la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, devenue UA, Union africaine, est un espace de célébration de la diversité. Cette diversité qui constitue une richesse pour notre continent. Après la Côte d'Ivoire en 2022, cette année, la semaine africaine est coprésidée par 3 pays, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Changement de cap avec du sport. Une grande nouvelle pour le football ivoirien. Le stade d'Abidjan qui vient d'être sacré champion de Côte d'Ivoire, un titre qui marque une étape importante dans l'histoire de ce club. Les Yéyés se sont imposés ce dimanche face aux listes de Sassandra. Score final, 3-0. On fait maintenant le point de l'actualité internationale. Le 7 sur 7 cette semaine est une sélection de Franck Quadio. Le nord du Burkina ciblé par une série d'attaques, les groupes armés terroristes s'en sont pris à plusieurs positions stratégiques militaires et de sécurité, avec même des incursions dans la localité de Djibo, une ville située au nord du pays. Donald Trump en tournée dans le Moyen-Orient, en point d'orgue, cet accord inédit de défense avec l'Arabie Saoudite et qui porte sur 142 milliards de dollars. C'était à Riyad, la capitale saoudienne. À Riyad, le président Donald Trump a rencontré le dirigeant syrien Ahmed al-Shara et la décision est tombée. La levée des sanctions américaines au regard des bonnes dispositions présentées par le premier responsable syrien depuis sa prise du pouvoir. Le bracelet électronique de l'ancien président français est retiré, un bracelet qu'il portait depuis le 7 février dernier après sa condamnation dans le dossier des écoutes. Nicolas Sarkozy a pu obtenir sa libération conditionnelle avant la moitié de sa peine à l'âge de 70 ans. Ali Bongo Odemba et sa famille sont libérés. Ils sont arrivés à Luanda, capitale angolaise, le vendredi 16 mai. Le Sénat a entamé jeudi une procédure de levée de l'immunité de l'ancien chef d'État congolais Joseph Kabila. Une manœuvre de l'exécutif pour écarter ce dernier du paysage politique selon bien d'observateurs. 10 jours après son élection, le pape Léon XIV a dirigé sa première messe, la messe d'inauguration de son pontificat. Une messe retransmise en plusieurs langues et dont le point d'orgue était l'appel à l'unité de l'Église, mais surtout à la mise en commun des énergies afin de juguler la violence dans le monde. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à tous.